pour les Russes, il s'agit d'un casus belli, c'est-à-dire que la présence officielle de troupes de l'OTAN, de pays de l'OTAN, eh bien, les Russes considèrent qu'il s'agirait d'une entrée de l'OTAN en guerre contre la Russie. Donc, de ce point de vue-là, rien n'est résolu. Le Premier ministre britannique et moi-même donnions mandat à nos chefs d'état-major des armées pour qu'une équipe franco-britannique puisse être déléguée dans les prochains jours en Ukraine. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about From the very beginning of the war. You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. Right now, you don't. You're playing cards. Avec nous ce matin, je vous le disais en introduction, Régis Le Sommier, bonjour. Bonjour Alexis. Bonjour Régis, merci d'être avec nous. Merci de nous Je recevoir. rappelle, reporter de guerre, directeur de la rédaction d'Omerta. Omerta d'ailleurs qui sort un numéro sur deux gros méchants. Vous n'avez pas peur. Oui. Trump et Poutine Oui. à l'assaut de l'Europe. Alors, qu'est-ce qui est dans ce numéro et quand est-ce qu'il sort? Alors, ce numéro, il est actuellement en kiosque, il vient 5000 points de vente en France, donc vous pouvez le trouver. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il me semble faire écho de façon assez troublante à ce qui s'est passé ce week-end, vous savez, avec la visite de Keir Starmer, Emmanuel Macron, Donald Tusk et Friedrich Merz à Kiev, où on a senti des Européens volontaires, enfin ces Européens-là, puisque ils avancent en ordre dispersé, il faut le rappeler, ces Européens, mais on les a sentis finalement se disant ça y est, Trump est à nouveau avec nous, il a repris l'idée du cessez-le-feu de 30 jours, et puis patatras, Poutine propose d'aller négocier à Istanbul directement entre Ukrainiens et Russes, et puis Trump dit aux Ukrainiens oui, allez-y, empressez-vous de le faire, et troisième épisode, eh bien Volodymyr Zelensky dit je me rendrai personnellement troisième épisode, Volodymyr Zelensky dit je me rendrai personnellement à Istanbul, et Trump dit oui, je vais peut-être y aller moi aussi, et les Européens dans tout ça sont largués comme on va dire le peloton dans l'ascension de l'Alpe d'Huez, c'est-à-dire qu'ils sont très très loin, mis à distance, et ce qui semblait ce week-end se dessiner, c'est-à-dire un retour en force des quatre puissances les plus militairement dotées de l'Europe, qu'elles aient voix au chapitre, et que les Américains finalement reviennent, on va dire, dans le camp occidental ou dans le camp du bien, et bien finalement est démontré le lendemain, tout ça est mis à terre, et les négociations, eh bien elles se font entre Russes et Américains, elles risquent de se faire. Poutine ira ou ira pas, à mon avis, ira pas à Istanbul parce que d'abord il n'a jamais souhaité négocier directement avec Zelensky, et ce qui est très intéressant, c'est que nous on sort ce magazine qui analyse justement cette problématique. Est-ce que l'Europe aujourd'hui est en train de sortir de l'histoire, ou peut-elle encore trouver une manière d'avoir voix au chapitre, de compter internationalement dans ce monde qui est en train de se recomposer, on a l'impression un peu sans nous. Mais justement, tout ce mouchoir gate, l'affaire du mouchoir pris pour un pochon alors que c'était un mouchoir, et donc moi ça m'a fait rire, et c'est devenu tout de suite une campagne de désinformation selon le pouvoir. L'Élysée qui a été obligé de faire un communiqué. C'est tout ce qui va rester finalement de cette mise en scène où c'est pas ça la diplomatie. On a l'impression qu'ils y sont allés pour la photo, pour dire que voilà, Pologne, Grande-Bretagne, France, Allemagne étaient autour de l'Ukraine, et donc attention, si on voulait faire la guerre comme en 14, on pouvait faire la guerre comme en 14. La réalité, c'est qu'on se retrouve avec des mecs déguisés comme Zelensky qui se mettent en scène dans un wagon et qui repartent avec rien en termes diplomatiques. Non, avec rien ou vraiment pas grand-chose, et surtout des illusions, parce que dans le Parisien hier, Emmanuel Macron, c'était le gros titre, et qui nous expliquait dans une interview donnée aux journalistes du Parisien au retour de cette équipée, que rien ne pouvait se faire sans des troupes
au sol. Donc on est à nouveau dans cette lubie Ouais. présidentielle qu'il partage Toujours. de façon par alternance aussi avec Keir Starmer. On sent que Keir Starmer est un peu plus prudent sur ce volet aujourd'hui, mais Emmanuel Macron est toujours bec et ongle convaincu qu'il faut envoyer des troupes, en particulier françaises et européennes, en Ukraine à un moment donné. Alors évidemment, il enrobe ça en disant c'est pour garantir, apporter à l'Ukraine des garanties de sécurité, c'est de la réassurance, mais toujours en omettant l'idée que pour les Russes, il s'agit d'un casus belli, c'est-à-dire que la présence officielle de troupes de l'OTAN, de pays de l'OTAN, eh bien, les Russes considèrent qu'il s'agirait d'une entrée de l'OTAN en guerre contre la Russie. Donc, de ce point de vue-là, rien n'est résolu. Et continuer à pousser en disant oui, si, il faut envoyer des troupes. D'abord, on se demande pourquoi faire, parce que c'est toujours la vraie définition de ça. C'est qu'est-ce que des troupes françaises vont pouvoir faire en Ukraine? Vont-elles se mettre à partager des tranchées avec les soldats ukrainiens à vivre, qu'est le front là-bas, ou seront-elles en soutien pour en soutien logistique, pour comment piloter de l'armement, mais de toute façon, on est dans une situation où tout ça est extrêmement flou, mais la vraie comment dire, la vraie problématique de tout ça et de cette obsession d'Emmanuel Macron d'envoyer des troupes en Ukraine, c'est que ça ne peut pas se faire. Enfin, c'est-à-dire ça viendrait contrarier l'éventuelle possibilité d'un cessez-le-feu où les Russes ont dit oui à des troupes de maintien de la paix pour justement garantir le cessez-le-feu, garantir qu'il est appliqué de part et d'autre, mais elles ne peuvent venir que de pays neutres, c'est-à-dire de pays qui ne sont pas affiliés à l'OTAN. Donc, et là, il y a une impossibilité, mais ce que je remarque, c'est qu'à chaque fois, ça revient de façon récurrente, en particulier chez Emmanuel Macron. Et pour revenir sur votre question, sur que restera-t-il en effet de cet épisode, bon, on a bien vu aussi que cet épisode, il venait pour essayer de contrebalancer d'un point de vue communicationnel l'impressionnant défilé du 9 mai à Moscou, le fait que Poutine ait réussi à regrouper dans la capitale russe comment les principaux leaders des BRICS, de pays comme l'Inde, de pays comme le Brésil, de pays surtout comme la Chine, en mettant en avant justement le chinois, à côté de lui, avec son ruban de Saint-Georges, c'est-à-dire qu'il est un emblème qui a une valeur militaire pour les Russes, c'est quand même assez intéressant de voir que il va être quand même difficile après de dire que les Chinois ne sont pas tout à fait alignés avec les Russes quand on a vu ça. Et face à ça, il fallait arriver à présenter un front uni des Européens, d'où cette idée, même si elle date depuis plus longtemps, mais l'idée c'était d'un point de vue de la communication, de couper l'herbe sous le pied des Russes, mais en réalité, on va dire que ça a duré de façon éphémère ce week-end et qu'il n'en reste en effet pas grand-chose. Mais ce qui est, extrêmement inquiétant, c'est, qu'est-ce qu'il y a à gagner, en fait, dans cette, non-stratégie européenne? C'est-à-dire de pousser à la prolongation de la guerre sans en avoir les moyens, avec derrière de prochaines sanctions, alors qu'on voit que les sanctions actuelles, certes, ont peut-être, déjà, posé quelques soucis à l'économie russe, notamment l'inflation, mais ont créé, de graves désagréments à l'économie européenne. Quel est l'intérêt de continuer dans cette logique-là? Je suis toujours, je me pose moi-même la question, parce que là aussi, on promet, les Américains, et Donald Trump disait si les Russes n'acceptent pas le cessez-le-feu et montrent de la mauvaise volonté pour terminer cette guerre, nous allons rajouter des sanctions. Mais la démonstration faite par le 9 mai, c'est que les sanctions ne marchent pas. C'est pas moi qui le dis, c'est le Washington Post. Post écrite par un de ses éditorialistes, le défilé militaire du 8 mai a montré que Poutine n'est absolument pas isolé, ce qui était l'objectif des Occidentaux au début de la guerre. Point final. Donc ça veut dire aujourd'hui que on aura beau rajouter des paquets de sanctions, en inventer des nouvelles, ça ne changera rien au fait que a largement contourné
tout ce qui était destiné à l'époque où on voulait isoler, mettre à genoux, enfin on a tout utilisé tous les termes, est complètement révolu et ne s'est jamais matérialisé. Et donc on aura beau dire on va rajouter, non, en fait la réalité c'est que les Russes sur le terrain ont pris l'ascendant, que la première année de la guerre leur a été extrêmement défavorable, l'année 2022. Ouais. Les Ukrainiens avaient, on va dire, réussi certains coups, la conquête de l'Est de Kharkov, la reprise de la ville de Kherson et de ses alentours en particulier. Et puis, ils avaient réussi à faire reculer les Russes, même si les Russes se sont repliés de beaucoup d'endroits et que c'était pas techniquement des victoires de l'Ukraine. En tout cas, l'année 2022 était extrêmement favorable, on va dire. L'Ukraine a la capacité de résister et malheureusement ça ne s'est pas poursuivi en 2023 et en 2024 pour des raisons assez logiques, c'est-à-dire que dans le rapport de force entre un pays qui fait 31 millions d'habitants et un autre qui en fait 141 millions, c'est qu'il y a un problème de masse critique et l'Ukraine ne pouvait pas gagner, même avec la même bonne volonté, même avec tous les commentateurs de LCI réunis et chantant à gorge déployée, ça suffisait pas, bien sûr, à rien. Et donc le vrai problème, il est là, c'est que on est face à un retour du réel aujourd'hui, une claque véritable, wishful thinking, comme on dit en américain, vécu, et ce réel nous est apporté par Donald Trump, ce qui est quand même intéressant, ça aussi, parce qu'on peut reprocher beaucoup de choses au président américain, de faire des volte-face, de souffler le chaud et le froid sur certains dossiers, de prendre, on va dire, de revers certaines alliances, ce qui est en train de se passer avec Israël sur le dossier iranien est quand même assez intéressant de savoir que Trump est vraiment quelqu'un d'insaisissable. Mais il a eu l'avantage sur l'Ukraine, réalisez bien ça, Alexis, c'est que il a véritablement poussé un mot en 4 lettres, qui est le mot de paix. Ce mot de paix, ouais, c'était le seul à le faire. Il y a 3 mois, personne, avant l'arrivée, le retour de Trump, quand on parlait de paix, on était accusé d'être pro-russe. C'était voilà. Aujourd'hui, plus personne ne conteste l'idée qu'il faut terminer ce conflit. Alors Donald Trump est accusé par les bellicistes d'être un agent de Poutine. Ça va jusque-là quand même. Oui, mais même osé les pousser la paix. bellicistes considèrent que Emmanuel Macron et Keir Starmer en sont les têtes d'affiche. Même les bellicistes se sont ralliés à l'idée de la paix. Emmanuel Macron disait parce que il y a pas le choix en fait sur le terrain. La défaite, elle est actée. Juste, il utilise pas le terme. On a perdu, mais c'est ça que doivent gérer les Occidentaux aujourd'hui, c'est gérer la défaite et transformer ça en désaccord dans l'intérêt de l'Ukraine, quoi, d'une certaine façon. C'est une défaite que Donald Trump refuse refuse d'assumer. Il ne veut pas, être imputé, qu'on lui impute la défaite qui est liée à parce que c'est quand même essentiellement une guerre qui a été, on va dire, poussée, fomentée, nourrie par les Américains depuis très longtemps. Pas simplement depuis 2022, mais depuis, on va dire, 2014 et même bien avant. Donc on est dans un affrontement entre les Russes et les Américains qui remonte à très longtemps, pour des histoires de guerre froide, des histoires de néoconservateurs, une philosophie aux États-Unis qu'il faille terminer le travail de la guerre froide et mettre véritablement la Russie à genoux pour qu'elle rentre dans on va dire dans le compte, soit divisée. Enfin, il y avait plein d'hypothèses des Américains. Aujourd'hui, tout ça est terminé et Donald Trump ne veut pas récupérer, on va dire, l'héritage de cette politique désastreuse qui, même si Poutine reste l'agresseur en 2022, en tout cas la construction de cette marche de l'OTAN vers l'Est est évidemment au cœur de ce conflit, contrairement à ce que Emmanuel Macron continue à nous dire, c'est-à-dire ce n'est pas une guerre purement et simplement d'agression gratuite d'une puissance impérialiste contre son voisin et qui aurait démarré en 2022, les raisons sont bien plus profondes. Et là, tout le monde aussi, beaucoup de gens le conçoivent. Maintenant, sur la question de ce qui va pouvoir se passer, moi je cite assez volontiers l'ancien conseiller de Volodymyr Zelensky, Alexei Arestovitch, qui a écrit il n'y a pas longtemps, qui dit le problème c'est que dans 6 mois, c'est peut-être pas 4 régions que l'Ukraine devra céder, c'est peut-être 8.
qu'on même les Ukrainiens sur ce qui est en train de se passer, vous avez raison sur le terrain, même si l'Ukraine ne s'est pas encore effondrée, même si l'Ukraine tient toujours, en tout état de cause, il faut arriver à une situation de Mais stabilisation, il faut mais arriver à une négociation, il tout faut le arriver à une problème paix pour, à un moment. arriver à cette stabilisation, cette négociation, c'est qu'on a d'un côté Volodymyr Zelensky qui a fait écrire, hein, dans la constitution, dans les lois qu'il ne faut pas, négocier avec Poutine et on a Poutine de l'autre côté qui ne souhaite pas négocier avec Zelensky, qu'il considère comme illégitime puisque, il n'est plus président élu depuis plusieurs mois et il demande lui des élections. Donc, avec ces 2 là, on a l'impression que, Oui. c'est impossible de les réunir pour se parler puisqu'ils refusent de se parler. Bah, écoutez, en même temps, ce qu'a dit Volodymyr Zelensky hier, qu'il se rendrait, à Istanbul, montre qu'il est capable de s'asseoir sur les principes gravés dans la Constitution, Mmh. gravés dans le marbre, de ne pas dialoguer avec Poutine. Ou alors il sait que Poutine, de toute façon, ne viendra pas. La vraie question, c'est que si, Zelensky y est et si Donald Trump y est, forcément, on va voir en face un peu Mmh. le jeu des Russes, hein. Ça va être un peu comme du poker. Moi, je persiste à penser que si Lavrov est là, c'est sérieux. Si c'est un sous-fifre ou quelqu'un de moindre importance, ça veut dire que les Russes ne mettent pas beaucoup Dans d'espoir ces ou discussions. d'intérêt dans l'idée de négocier aujourd'hui directement avec Zelensky. On va voir ça jeudi, ça va être intéressant. On aura un peu un panorama. Est-ce que Trump va pousser l'idée de justement de venir à Istanbul? Il n'est pas très loin, il vient d'arriver en Arabie Saoudite, il peut très bien faire un crochet dans sa tournée. Je ne sais pas si la Turquie fait partie des pays visités lors de cette tournée, mais en tout cas, s'il décide d'y aller jeudi, fatalement, les Russes vont devoir répondre et aligner quelque chose en face. Moi, je dis franchement, si c'est Lavrov, C'est ça veut pareil. dire que il y a quand même Mais voilà, quelque chose de tangible et on va peut-être Mais arriver justement, à un Donald accord. Trump, avait aussi dit que, s'il n'y avait pas d'accord qui arrivait rapidement, les États-Unis allaient passer rapidement, eux, à autre chose, concernant l'Ukraine, en disant: «Écoutez, c'est votre problème, Ouais, c'est plus le nôtre». Est-ce que ça, c'est une option possible non. et ça veut dire quoi, le retrait des États-Unis de ce dossier? Est-ce que c'est aussi une sorte de premier pas vers un retrait de l'OTAN? Alors ça, c'est évidemment l'OTAN est un peut-être on va le mettre en second plan, mais en effet, c'est toujours une option, hein, régulièrement, à laquelle, par exemple, quelqu'un comme J.D. Vance fait Mmh, régulièrement allusion. C'est pas directement Donald Trump, mais parmi ces, et en particulier J.D. Vance, il y a toujours cette idée que les États-Unis J.D. Vance représente vraiment la tendance, on va dire, isolationniste, du gouvernement Donald Trump il y a cette idée. Mais pour le moment, je pense que ce qui s'est produit, c'est que vous vous souvenez l'humiliation de Volodymyr Zelensky le 28 février dernier dans le bureau ouais. ovale à la Maison Blanche. Elle avait quoi comme origine? Elle avait comme origine le fait que effectivement Donald Trump disait oui, comment tu joues avec la troisième guerre mondiale, c'est incroyable, etc. Enfin, ce qu'il lui a reproché. Mais dans le fond, Volodymyr Zelensky était venu pour signer l'accord sur les terres rares négocié, qui était en train d'être négocié avec les Mmh. États-Unis. A été signé depuis. C'est-à-dire que les Ouais. États-Unis Eh oui. ont organisé quelque part le pillage des richesses de l'Ukraine sur plusieurs décennies. Ils ont eu leur accord et ça a été signé, donc le business est fait. Et quelque part, partant de là, bon, Donald Trump, on verra si la guerre continue, se poursuit, peut-être que les États-Unis ne pourront pas exploiter ces terres rares, ne pourront pas exploiter ces minerais s'il y a des combats, évidemment. Mais en tout cas, ils ont déjà leur accord qui a été signé. C'est intéressant parce que rien n'a été signé entre les Russes et les Américains. Rien n'a été signé entre les Russes et les Ukrainiens. Par contre, Mmh. ce premier accord, lui, qui concerne le business, et on sait que chez Trump, c'est la donne la Le plus plus importante, la important, raison pour ouais. laquelle actuellement la première étape de sa première visite de son nouveau mandat à l'international, c'est l'Arabie Saoudite. Pourquoi? Tout simplement parce que l'Arabie Saoudite a promis qu'elle allait investir 600 milliards de dollars dans l'économie américaine. Bon, après, il y a la question de la réactivation des accords d'Abraham, il y a la question
la position des États-Unis dans le monde. Il y a plein de choses qui sont... Mais l'important pour Trump, c'est la donne business. Et pour l'Ukraine, il a eu quelque part ce qu'il voulait. Évidemment, si son effort est auréolé et que déjà il a convaincu les Européens qu'il fallait faire la paix, je recite toujours cette citation d'Emmanuel Macron qui était dans ses vœux de 2022 pour l'année 2023. Il disait nous soutiendrons l'Ukraine sans faille jusqu'à la victoire. On Oui, a mais entendu ça aussi longtemps dans la bouche de Olaf Scholz, dans la bouche de Keir Starmer. Ce discours-là n'existe plus. Aujourd'hui, c'est pour gagner la paix. On n'est plus dans l'idée de gagner les territoires. Même Emmanuel Macron a suggéré que ces territoires-là étaient perdus. Et de toute façon, plus personne, tout le monde ne sait que la Crimée, le Donbass, faut faire une croix dessus. Donc, on n'en est plus là. Aujourd'hui, on est dans l'idée d'avancer vers la paix. Et ça, c'est Trump qui en est à l'initiative, qui a fait brusquement changer les choses. Et si cette guerre donnait le crédit d'avoir permis d'arrêter une guerre. C'est pas encore fait, mais en tout cas, lui, il a non, son mais accord sur les terres, il est tranquille, et de ce point de vue-là, les Américains ne vont pas s'impliquer davantage. Ils pourraient s'impliquer moins, ce qui serait catastrophique pour l'Ukraine, parce que sans l'armement américain, sans le renseignement américain, sans même la présence américaine aujourd'hui encore sur le front et l'action que mènent les États-Unis, eh bien la guerre serait pliée côté ukrainien depuis 2 semaines. Donc les États-Unis peuvent encore se retirer militairement, ce qui serait gravissime pour l'Ukraine. Maintenant, diplomatiquement, ils ont compris. Et les Russes ont dit, OK, les Russes ont fait don't act. Et actuellement, qu'est-ce que les Russes proposent? Eh bien, de faire revenir la Turquie dans la diplomatie. Alors, c'est très intéressant comment ces pays évidemment, donc, va être le centre du mai. On va voir si Volodymyr Zelensky sera là, Donald Trump, qui va être là côté russe, mais en tout cas, ça va être le centre du monde. Après que les Américains, eux, avaient mis l'accent aussi, et c'est une des raisons aussi pour lesquelles Donald Trump compte beaucoup sur l'Arabie Saoudite, eh bien, ça a été Riyad, Jeddah, dans lesquels les premiers pas de la négociation russo-américaine se sont faits. Donc, en fait, vous avez 2 centres de discussion diplomatique aujourd'hui. Vous vous rendez compte, Alexis, on est loin de l'époque où les traités se signaient à Sèvres ou à Versailles. Aujourd'hui, les traités se signent à Antalya, à Istanbul, à Jeddah ou à Riyad. Et donc, le centre du monde diplomatique s'est déplacé. Pour les Américains, c'est plus l'Arabie Saoudite. Pour les Russes, c'est plus la Turquie. Et là, donc, je pense que ça, c'est un processus normal. Les Américains ont fait ce qu'ils pouvaient. Ils vont être là encore pour s'assurer que ça va au bout. Il y aura toujours des discussions russo-américaines parce qu'on l'oublie, mais quelque part pour les Américains, la question de l'Ukraine, elle est presque secondaire. Ce dont ils discutent avec les Russes, c'est l'Arctique, c'est le nucléaire iranien. Ce sont des dossiers qui, et puis c'est on va la dire, réouverture des relations économiques, tout à aussi, fait, tout à fait. ouais. Donc l'Ukraine là-dedans, c'est voilà, c'est un gros aspect, mais ça n'est pas le principal. La refonte des relations russo-américaines aujourd'hui, elle est en train de passer. Donc, elle recoupe bien d'autres horizons, bien d'autres cadres, bien d'autres accords possibles. Et là, effectivement, c'est là-dessus qu'il faut qu'on soit nous conscients que le monde a changé et qu'il ne va pas Mais revenir comme on justement, était avant. on a l'impression que les responsables européens, sont dans le déni total de ce changement de monde, Je de la crois. multipolarité. Alors Macron a quand même, tendu la main à l'Inde. On voit qu'il a un intérêt, pour l'Inde, pour Mmh. l'Indo-Pacifique. Il joue sur tous les tableaux. Il y a l'Algérie évidemment, mais l'Europe, l'Union européenne, on va dire, avec, Kaja Kallas, avec, von der Leyen et cetera, souffre d'un délire, de persécution en fait, parce qu'on a affaire à d'anciens pays satellites, de l'URSS, qui veulent leur revanche d'une Mmh. certaine façon sur la Russie. Donc il n'y a pas du tout cette approche pragmatique par rapport, à la Russie après ce qui s'est passé en Ukraine. La volonté reste de se couper complètement de ce grand voisin, qui est maintenant, l'ennemi, hein, comme, à l'époque de la guerre froide. Mmh. Et on a l'impression que ça, c'est la ligne officielle de l'Union européenne. Oui, c'est assez terrible, mais
diplomate en chef, Kaja Kallas, qui est une histoire particulière, un pays très respectable, mais qui fait 1% du PIB de l'Union européenne. Un pays qui a une histoire particulière, en effet, avec la Russie, une histoire d'occupation, une histoire effectivement de tragédie, comme d'autres pays, d'ailleurs, comme la Pologne ou la Roumanie, mais un ton beaucoup plus agressif, parce que quand on va, moi je me suis rendu en Pologne, en Roumanie, dans les dernières années, en Roumanie très récemment, les Roumains, y compris George Simion, le candidat qui est arrivé en tête de l'élection présidentielle et qui sera peut-être le prochain président le 18 mai prochain, ce sont pas du tout des pro-russes. Ce qui est intéressant, c'est que cette dialectique européenne tente à avoir, dès que quelqu'un s'oppose à la guerre en Ukraine, à conserver le logiciel précédent. Comme je vous le disais, il y a quelques mois, quand on parlait de paix, on était pro-russe. Mais pour on va dire la diplomatie, on parle d'arriver vers la guerre, vers la fin de la guerre, ou dès qu'on parle justement d'arrêter de financer les envois d'armes en Ukraine, comme l'a fait Georges Simion, eh bien immédiatement on est classé le candidat pro-russe. Quand vous discutez avec Georges Simion, comme je l'ai fait, c'est un Roumain classique, et il n'y a pas d'amour particulier pour la Russie. Au contraire, il y a une histoire très chargée, y compris à l'époque de Ceausescu, ça se passait pas très très bien avec Moscou. Dès le début, dès l'époque du Comintern, la Roumanie a subi justement les fléaux des disciples de Lénine, des Béla Kun, qu'elle a combattu à l'époque, comme la Hongrie. Tous ces pays-là, l'infiltration communiste, l'infiltration du bloc qui va se construire autour de l'URSS, autour de la Russie soviétique, eh bien, c'est quelque chose d'extrêmement douloureux et qui je dirais, est toujours d'actualité aujourd'hui. Et donc, c'est Russes. Mais ils n'ont pas envie, et c'est ça le vrai point, à part les pays baltes qui ont une diplomatie différente, mais même les Polonais ne sont pas favorables à envoyer des troupes en Ukraine. Ils n'ont pas envie que le conflit ukrainien déborde chez eux. C'est surtout ça. Il y a une sorte de crainte, de peur de la guerre dans ces pays. Et donc, il y a une vision qui est capable justement de transiger, d'avoir des relations avec la Russie, qui souhaite avoir des relations avec cet immense voisin, mais on n'est pas dans l'idée que les Russes vont les envahir, mais surtout d'éviter la tragédie qui est arrivée à l'Ukraine. C'est ça qui motive les gens là-bas. C'est ça qui fait que les peuples... Alors, vous pouvez rajouter aussi le fait que les pays en ce moment, les peuples en Europe ont un peu compris ce que leur promettait Bruxelles, et sont quelque part un petit peu en train de se révolter. Hein. Il n'y a pas que la Roumanie. Ça reste léger, mais ouais. Enfin, on voit bien que la propagande et la censure veillent pour que ça reste toujours dans la droite ligne d'un projet finalement qui est dépassé. Hein. Ce projet atlantiste a trouvé sa limite en Ukraine, et pourtant le but était l'extension de l'OTAN et l'explosion de la Fédération de Russie en petits États pour arriver à asseoir la domination américaine. Ce changement-là, il n'est pas acté à Bruxelles, parce que je pense que le calcul, c'est de dire Donald Trump, c'est 4 ans, et après ça, on peut reprendre le programme. Oui, ça c'est exactement le calcul qui est fait. Ça a été d'ailleurs exprimé par des gens comme Nathalie Loiseau et autres, comme quoi ça serait une sorte de parenthèse américaine. Donc, en réalité, ce qui est en train de se passer, on le voit, mais depuis des années, c'est-à-dire que ce soutien américain à l'Ukraine, même à l'époque Biden, souvenez-vous, au Congrès, les qui ferait à plusieurs dizaines de milliards de dollars, mal à passer un processus, parce qu'aux États-Unis, contrairement à chez nous, où jamais ou presque, à part pour des discussions purement informelles, le positionnement de la France vis-à-vis de la guerre en Ukraine n'a été discuté. Aux États-Unis, on vote justement l'envoi d'aide, et plusieurs fois cette aide a été bloquée
y compris au moment de l'administration Trump, et même à la fin de cette administration Trump, l'aide octroyée par les Américains à l'Ukraine n'était plus aussi significative qu'au début. Les Américains comprennent assez vite quand les choses tournent mal pour eux. Ils ont tendance, je dirais, à la différence des Russes dans leur histoire, à laisser le jouet casser et à s'en aller quand justement, et ce qui s'est passé avec le Vietnam était parfaitement significatif et pourrait rappeler ce qui pourrait se passer avec l'Ukraine si les Américains se désengageaient complètement. C'est-à-dire qu'ils laissent tout sur place. Voilà. Et ils l'ont fait avec l'Afghanistan récemment. Donc voilà, quand les intérêts américains ne coïncident plus avec une réalité géopolitique dans le monde, eh bien, les Américains s'en vont, ils vont ailleurs, ils ont d'autres priorités et ils laissent tout sur place. Et donc là, on est dans cette hypothèse est encore possible. On voit l'impact qu'ont eu les Américains sur la guerre en Ukraine, le poids au niveau de l'aide, de l'armement notamment, mais aussi des conseils, mais aussi de cette manière qu'ils ont eu de piloter la guerre depuis Wiesbaden en Allemagne, comme ça a été révélé par le New York Times récemment. Ils ont été de A à Z dans toutes les fêtes et ils ont beaucoup aidé et ils ont permis aux Ukrainiens justement de résister. Sans les Américains, les Ukrainiens malheureusement n'auraient pas cette possibilité de résister et les Européens aujourd'hui, même s'ils font des vœux d'augmentation de leur budget militaire, de leur capacité, n'ont pas les moyens n'ont pas aujourd'hui, même mis bout à bout, même en y allant avec la meilleure volonté du monde, de remplacer les Américains. Donc aujourd'hui, on est dans une situation où l'aide américaine continue à faire que les Ukrainiens tiennent. Ça, il faut Ouais, jamais mais l'oublier. justement, les Américains, ils gagnent sur tous les tableaux en réalité, puisqu'ils récupèrent les terres rares. Il y a ce côté déjà de retour sur investissement et puis ils continuent et ils accélèrent même la vassalisation de l'économie, européenne avec le choix de la Commission, de se couper de tous les hydrocarbures russes à l'horizon 2027. Donc le GNL américain plus cher, est en train de venir sur le marché européen, forcé, hein, avec l'accord sur les droits de douane, hein. Le commissaire européen expliquait: «On va acheter pour 50 milliards de produits américains, du soja, du gaz pour éviter les droits de douane». Les Américains gagnent et puis aujourd'hui, en ce moment à Genève, enfin en Suisse, il y a des discussions sur, le rachat de ce qui reste de Nord Stream, et ce sont des investisseurs américains qui se sont positionnés. Donc ils ont tout gagné. Les Européens ont tout perdu, les Américains ont tout gagné dans cette guerre. Oui, tout à fait. C'était l'acte le plus manifeste de ce retournement de situation en faveur des Américains. Ça a été le plasticage de Nord Stream, qui a coupé le Mmh. cordon d'alimentation gaz naturel marché Russie pour l'économie allemande. Le cœur nucléaire de l'économie européenne en récession, la croissance allemande est quasiment à zéro. Bref, tout a été mis par terre à cause justement d'une histoire de tuyaux. Le Deutsche Qualität était basé sur Ouais. trois choses. Définies par Gerhard Schröder à l'époque social-démocrate, c'est-à-dire le marché, eh bien, on commerce avec la Chine, on s'approvisionne en énergie, sous-traite notre sécurité avec les Américains. C'était ça, les trois Mmh. piliers qui ont fait la fortune de l'Allemagne dans les 20 dernières années. Et aujourd'hui, ça s'est remis en question, en partie à cause de Trump ou grâce à Trump, puisque Trump dit nous ne voulons plus payer pour assurer la sécurité des Européens. Et donc ça revient on en revient à votre question sur l'OTAN, c'est que moi je ne serais pas surpris, en effet, que les Américains finissent par quitter l'OTAN. On sent vraiment une Oui. chose, mais ce que je veux dire, surtout de façon, ce qu'il faut ne pas oublier par rapport à cette illusion que Trump, ça va durer 4 ans, Trump a eu un impact déjà absolument considérable qui ira bien au-delà des 4 ans et que son successeur ne reviendra pas sur on va dire, le monde va changer, le monde est en train de changer. D'abord, rien ne dit que son successeur ne soit pas J.D. Vance, actuellement démocrate aux États-Unis. Pour le moment, il n'y a pas vraiment de personnalité qui pourrait percer.
Donald Trump aux prochaines élections. La vraie question est un peu fragile aujourd'hui, c'est l'état de l'économie américaine, notamment au vu des pratiques tarifaires qu'il est en train d'installer. Le but, évidemment, c'est d'attirer les entreprises étrangères pour faire qu'elles s'implantent aux États-Unis, pour leur permettre d'éviter justement ces droits de douane. Il y a réussi en partie. Il n'est pas sûr que les automobiles allemandes viennent s'installer aux États-Unis, même si elles ont un certain nombre de points déjà là-bas. Mais il y a un pari qui est fait autour de l'économie, et Donald Trump sait très bien que, comme le disait James Carville, conseiller de Clinton au moment de son élection, la vraie question pour les Américains au moment du vote, c'est It's the economy stupid, c'est-à-dire c'est l'économie qui déterminera le prochain président américain. Donc là, il y a un pari qui est fait par Donald Trump. Mais si les choses viennent à s'améliorer et si les États-Unis connaissent à nouveau la prospérité comme ils l'avaient connue dans la précédente administration Trump, en partie, ça pourrait permettre effectivement à Trump, ou en tout cas au camp républicain, de conserver le pouvoir. Donc c'est vraiment très très délicat de se dire pendant 4 ans, ça va être une parenthèse et tout va revenir à la normale avec un OTAN tout puissant, avec les États-Unis locomotives du monde libre. Et puis voilà, parce que dans le même temps également, il faut pas oublier que les BRICS se sont levés, sont là, ils entendent bien organiser le monde sans l'Occident, ils nous ont tourné le dos depuis un moment. On ferait bien de réaliser justement ce changement, parce que ce changement de paradigme risque de nous affecter. Aujourd'hui, on fait comme si c'est la politique de l'autruche, on fait comme si, bien sûr, on va continuer, mais en réalité, le monde a changé, et le plus tôt on s'en apercevra, le mieux ce sera pour nos intérêts. Ouais, malheureusement, on a l'impression qu'on est dans une bulle idéologique, extrêmement dangereuse, hein. Emmanuel Macron, va prendre la parole ce Oui, soir sur totalement. TF1 dans une mise en scène, hein, où toutes les questions sont déjà préparées, donc il a les réponses évidemment. Quel est l'intérêt en fait? On a l'impression que même sur la politique internationale, la visée n'est pas tant, d'avoir des avancées diplomatiques que d'avoir des retours d'image sur la scène nationale pour remonter un peu dans les sondages d'opinion. Je pense que Emmanuel Macron essaie de copier, on va dire, alors avec peut-être moins de réussite, la philosophie Mmh. trumpienne, c'est-à-dire d'être au centre, se montrer en permanence, quels que soient les jugements, quelle que soit l'action, de montrer qu'il est à la manœuvre. Je serais pas surpris d'ailleurs qu'il tente d'aller jeudi à Istanbul également, pour dire regardez, Comme au Vatican avec la chaise, non, mais oui, on n'est pas à l'abri d'une d'une dinguerie, OK. surprise, avec, pour dire, voilà, avec Zelensky: «Je suis à côté de toi», et en gros, «S'il y a corps il y a, C'est c'est grâce à génial. moi». Donc il essaye justement de jouer sur l'international au maximum, parce que c'est la carte qui lui reste, étant donné qu'en politique intérieure, eh bien, il n'a pas de majorité, il a été désavoué 3 fois dans les urnes, donc bref, il connaît une période de disette, donc c'est difficile pour lui. Donc il essaye de se placer, et médiatiquement, c'est vraiment la sphère qu'il a pris en. Et il a quand même un certain succès. C'est quand même aussi une bête médiatique. Il est dans la même, je vous dis, dans la même idée que Trump, c'est-à-dire l'essentiel, c'est d'être au centre, même si on dit du mal de vous. Vous savez, aux États-Unis, on dit no such thing as bad publicity, c'est-à-dire ça n'existe pas la mauvaise publicité, ça n'existe pas. À partir du moment où on parle de vous, Mmh. c'est bon. Et je pense qu'Emmanuel Macron, toujours avec cette idée de transgresser les règles, avant l'élection du pape, il va voir les francs-maçons. Il y a toujours l'idée vous voyez, de En même comment, temps, ouais. l'accueil de Jolet automatiquement, même si au niveau des intérêts de la France, ça peut se comprendre, mais accueillir l'année de Charlie Hebdo, des commémorations de Charlie Hebdo et du Bataclan, un type qui à l'époque était dans la nébuleuse djihadiste et a participé à la naissance de Daesh, c'est quand même quelque part moralement absolument insupportable. Et donc Mmh. il fait ça parce que il sait que ça va faire parler, il sait que il va emmerder les Français. Vous savez, il l'avait dit pendant le Covid, il faut emmerder une certaine catégorie de personnes, et cette catégorie de personnes, c'est toujours, comme le disent ses ministres, Agnès Pannier-Runacher sur la question des ZFE, Ouais, comment c'est des populistes, voilà, c'est le terme. ouais.
Le Je terme, comme les complotistes c'est ça, voilà, populistes, donc ils sont c'est la disqualifiés. Pour case, Nathalie ouais. Loiseau, c'est pareil. Dès qu'il y a quelqu'un, c'est un pro-russe, hein, Nathalie Loiseau, c'est Oui. dès qu'il y a quelque chose. Et puis après, vous allez voir des gens, dès qu'il y a une ingérence quelque part, c'est les pro-russes. Mais eux, ce qu'on remarque, c'est si on écoute Valérie Hayé, qui est la chef des députés macronistes à l'Europe, elle, par contre, elle va soutenir le candidat en Roumanie qui est Oui. de façon affirmée. Donc là, il n'y a pas d'entrave, il n'y a pas d'entrave, il n'y a pas Alors si, d'ingérence. c'est de l'ingérence, justement, ça a été Mais si, dénoncé comme une justement. ingérence, Oui, mais pour ouais. eux, dans leur logiciel, il y a pas c'est pas l'ingérence, vous voyez. Donc Mmh, en fait, ouais. c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on disqualifie l'adversaire et dès qu'il y a une critique, c'est forcément des réacs, Mais d'ailleurs, voilà. on peut qualifier l'Union européenne d'outil d'ingérence, massif puisque, cet argent européen, il sert quand même, beaucoup sur des programmes particuliers, hein, d'aide aux médias, de financement, on Mmh. l'a vu sur tout ce qui était, développement durable, et cetera. C'est jamais remis en cause en réalité, comme si c'était, finalement pour le bien des populations et donc il fallait avoir cette ingérence-là. Mais, l'UE est un outil d'ingérence. Oui, alors ça serait intéressant de faire, au niveau de l'Union européenne, ce qu'Elon Musk a fait, avec le Doge aux États-Unis. Ah oui, ça C'est-à-dire serait bien nécessaire. de caractériser quels sont tous les financements, de l'Europe. Je suis sûr qu'on ne serait pas au bout de nos surprises si quelqu'un, prenait le taureau par les cornes et comment dire, révéler au grand jour ce qui est, où va notre argent quelque part. Non, c'est sûr que quand regardez le comportement d'Ursula von der Leyen avant justement ces épisodes d'élections annulées, etc. Elle avait fait une tournée diplomatique dans les Balkans où elle distribuait des sommes d'argent en fonction de l'alignement des pays. Alors le Kosovo, évidemment, Mmh. bon élève, donc vous aurez tant d'argent, etc. Et c'était ouvertement affirmé, c'est-à-dire qu'elle le disait dans ses discours, nous avons décidé d'octroyer une aide au développement de tel pays, etc. Donc en fait, ce sont des personnes non élues qui se permettent de distribuer de l'argent en fonction des critères idéologiques qui sont les leurs, évidemment. Quand évidemment la Serbie était dans ce genre de tournée diplomatique désignée comme comment, le mauvais élève, et puis les autres, ceux qui s'alignaient, on va dire, avec Bruxelles, eh bien recevaient des subsides. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. C'est terrible. Enfin, Oui. j'ai l'impression que tout le monde se enfin, il y a aussi, on avait vu, hein, les médias qui récupèrent de l'argent européen s'ils parlent des sujets de développement durable ou s'ils parlent de Mmh. l'Union européenne. Ça aussi, enfin, c'est clairement des programmes qui sont là pour faire de la propagande. Or, dès qu'on on dénonce ça ou qu'on en parle simplement, c'est nous qui sommes accusés de faire de la propagande. C'est quand même incroyable. Oui, oui, c'est ça. Non, mais c'est absolument, absolument ça. On est C'est, dans voilà, et dont on est quand même face à un phénomène qui, quand on le regarde, il y a quand même des signes, aujourd'hui, on a parlé des élections en Roumanie, la mmh de l'AfD en Allemagne, qui est actuellement le premier parti, est sous CDU, Ouais, CSU, en Allemagne. de Merz, il est à 26%, et un institut de sondage, l'Institut Forza, prédit que l'AfD dépassera dans les prochains mois les 30%, avec un possible basculement de 15% de l'électorat conservateur vers l'AfD. C'est complètement dingue. Et ça, moi, ça me dit une chose, j'ai fait un tweet ce matin disant, en fait, finalement, ce qui est absolument incroyable, c'est qu'en Allemagne, via l'AfD, les partis politiques au pouvoir, donc inféodés à Bruxelles, etc., en viennent à presque faire regretter aux Allemands l'ex-Allemagne de l'Est, parce que c'est le fief de l'AfD, là où l'AfD a progressé le plus. Donc on en regrette les structures anciennes qui apportaient patriotisme, sécurité, ordre, etc., par rapport au monde actuel. C'est complètement fou ce qui est en train de se passer. C'est fou, c'est fou. Et donc là, qu'un parti puisse être tout à coup taxé d'extrême droite par le renseignement intérieur allemand, qui décide de pondre un rapport. Pareil, on est un peu dans la même idée que les interventions, justement les rapports sur les comptes russes, qui auraient alimenté TikTok, les
qui a donc permis d'invalider une Mmh. élection. Aujourd'hui, il y a eu une malversation sur une élection française, on va annuler l'élection. On en est là, Mmh. donc on s'est écarté parce que censé représenter, nous, dans l'UPN, la démocratie, la liberté, le respect, etc., etc. Et là, on adopte clairement des principes qui s'écartent complètement des principes de base de la démocratie, tout simplement. Complètement, avec le délit d'opinion, hein, quasiment, qui est remis au goût du jour. Oui, Je voulais, oui, aborder c'est vrai. aussi, la tournée dans le Golfe de Donald Trump, hein, qui commence, ce matin en Arabie Saoudite. Mhm. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette tournée? On a vu, la Syrie aussi qui commence à intéresser hautement, les États-Unis avec la levée des sanctions, et puis la question, de Gaza, bien sûr, avec le soutien de Trump à Netanyahou. Jusqu'où et à quel prix et avec, quelle monnaie d'échange? C'est un peu ça les questions que je voulais aborder sur, cette visite du Golfe. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'avec Donald Trump, on l'a remarqué sur l'Ukraine, mais on le remarque encore plus sur le Moyen-Orient. Il faut suivre, il faut vraiment être là, regarder plusieurs fois par jour, parce que parfois il y a des retournements, il y a des choses qui se négocient et qui peuvent apporter des choses extrêmement surprenantes. Pour moi, l'élément le plus surprenant qui s'est déroulé ces derniers temps, ces derniers jours, c'est l'accord avec les Houthis. Ouais, Depuis un mois, les États-Unis, avec 2 porte-avions nucléaires, frappaient, le Yémen, et se sont rendus compte quelque part, ils auraient pu se rendre compte de ça avant, puisque les Houthis, ont fait la guerre pendant plus de 10 ans, à l'Arabie Saoudite, et que cette Arabie Saoudite n'a jamais été capable de les vaincre. Donc vaincre les Houthis, avec des frappes aériennes, c'était totalement illusoire, et on s'en rend bien compte puisqu'ils ont été capables, après des frappes massives, d'envoyer un missile balistique pratiquement sur le tarmac de l'aéroport Ben Gourion à Tel Aviv. Donc ça a montré que c'était plus le Hezbollah qui était le danger dans la région pour Israël, mais ça reste les Houthis, et qu'on a beau les écraser sous des tapis de bombes, eh bien ça ne sert à rien. Donc là, je pense qu'il y a eu aussi un degré de réalisme avec les Américains, mais qui est en corrélation avec ce que les Américains sont en train de faire avec l'Iran, puisque les Houthis sont indépendants des Iraniens, mais évidemment, ce sont leurs alliés. Et ouais, là, il y a ouais. une négociation globale qui est en train de prendre forme, toujours avec Steve Witkoff. On peut dire que ce personnage est Il est peut-être l'homme partout lui. Ouais. le plus occupé sur Terre aujourd'hui, puisque à un moment, j'avais regardé un petit peu ses itinéraires. Il est allé faire du shopping à Moscou, dans le centre-ville avec sa femme, accompagné par son corélégionnaire côté russe, Kirill Dmitriev. Ils sont allés voir Poutine, ils ont commencé à négocier pendant 4 heures. Il a quitté la négociation, il a pris son avion et immédiatement il est allé à Mascate, dans le sultanat d'Oman, pour ouvrir la négociation avec les représentants iraniens, puisque la plaque tournante, alors j'ai expliqué tout à l'heure que il y avait la Turquie, il y avait l'Arabie Saoudite, mais il y a aussi comme centre important de la diplomatie depuis pas mal d'années d'ailleurs, le sultanat d'Oman. Et là, Ouais. se sont ouverts des négociations iraniennes, et dans les négociations avec les Iraniens, il y a la question de l'attitude par rapport aux Houthis, le fait que les Houthis se soient engagés justement à ne plus frapper les navires de commerce qui transitent dans le détroit de Bab el-Mandab et en mer Rouge, également de ne plus attaquer les navires américains. Alors, on sait que les porte-avions américains ont subi quelques dommages, ils ont perdu 2 pour éviter des outils. Donc, il y a eu, on ne peut pas dire que la marque gagnante de ces Ouais, confrontations 2 non avions plus. Donc, tombés dans l'eau, hein. Ouais, c'est tout à fait. Et donc, les avions sont potentiellement vulnérables, c'est-à-dire que c'est qu'à présent des forteresses imprenables. Eh bien, on se rend compte que là, avec les drones outils en particulier, eh bien, la théorie qui fait que les porte-avions de forteresses invulnérables deviennent l'attraction, comment on va dire, il y a une avec il y a une vraie réflexion à avoir militairement sur l'avenir de ces embarcations. Toujours est-il que mmh. les Américains donc ont obtenu cet accord, mais
il faut voir que cet accord ne concerne pas Israël. Ça veut dire que les intérêts israéliens vont continuer à être ciblés par les Houthis. Donc les Américains n'ont pas considéré justement l'arrêt des frappes sur Israël comme faisant partie du deal qu'ils ont fait avec les Houthis. Ils continuent à négocier avec les Iraniens contre l'avis des Israéliens, et en particulier Netanyahou, qui souhaiterait frapper l'Iran le plus vite possible. On sent bien que ce que Trump est en train de faire, en fait, si vous voulez, c'est de ressusciter les accords de 2015 qu'il avait lui-même mis à bas en les quittant unilatéralement en 2020. Il avait considéré que c'était l'héritage d'Obama. Aujourd'hui, il redécouvre les vertus de cet accord. Et ce qu'on est en train de remarquer, c'est que, en gros, ça va être un échange entre nucléaire civil côté iranien, absence évidemment de nucléaire militaire, contrôle absolu par les Américains de la mise en pratique du nucléaire civil. Et en échange de ça, si les Iraniens se comportent bien, eh bien, il y aura une levée des sanctions qui existent et qui accablent l'Iran depuis 1979 et le début de la révolution islamique dans ce pays. Donc, ça veut dire que là, on est peut-être à la veille d'un accord qui va se faire sans les Israéliens. Et moi, j'ai toujours considéré que les rapports entre Donald Trump et Netanyahou restaient compliqués en dépit, effectivement, de ses accueils à la Maison-Blanche. Vous vous souvenez la dernière fois, quand Netanyahou est arrivé à la Maison-Blanche et que Trump, devant les caméras, lui a dit on va ouvrir des négociations directes avec les Iraniens. Vous avez regardé la tête de Netanyahou. Il s'attendait pas à ça. Ça veut dire que oui, en fait, on est dans le même camp, c'est le meilleur allié, les États-Unis protègent Israël, mais les intérêts ne sont pas toujours alignés. Et d'ailleurs, Donald Trump a congédié son NSC, Michael Waltz, parce qu'il le considérait comme étant trop dans le camp d'Israël. Donc, il y a déjà eu des choses qui montrent que la politique étrangère américaine aujourd'hui n'est pas totalement alignée avec les intérêts d'Israël. La tournée diplomatique de Donald Trump en Moyen-Orient en est aussi l'illustration, puisqu'il n'y a pas d'étape prévue à Tel Aviv. Et également, le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, devait aussi se rendre en Israël et a annulé sa visite. Donc, les relations ne sont pas du tout au beau-fixe avec Netanyahou, que Donald Trump accuse de le presser d'attaquer l'Iran. Pour le moment, Donald Trump donner une chance là aussi. C'est intéressant ce qui va se passer parce qu'à un moment, ça va aboutir à quelque chose. C'est soit il y a accord, soit il n'y a pas accord. S'il n'y a pas accord, à ce moment-là, il n'est pas impossible non plus que Donald Trump change son fusil d'épaule. Mais ça fait beaucoup de guerres, sans compter qu'il y a eu le début de la guerre entre le Pakistan et l'Inde. Aujourd'hui, le monde peut se passer d'une nouvelle guerre. Et ça, Donald Trump le sait très bien. Il a lancé des pistes, il a fait pression. L'Ukraine, il y a des débouchés possibles. Il attend et on va voir ce que va donner aussi cette tournée qui peut-être nous réservera des surprises. Je vous dis, avec Donald Trump, il faut regarder plusieurs fois par jour ce qui se passe parce que parfois, eh bien, on se dit tout à coup, il a décidé quelque chose et le monde n'est plus tout à fait pareil. Voilà. Merci beaucoup, Régis Le Sommier, directeur de la rédaction d'Omerta. Je rappelle, le magazine est en kiosque, parler de Trump, Poutine à l'assaut de l'Europe, mais aussi de la Syrie, avec cette réception d'Al-Shara à l'Élysée et les confessions de Carlos. Voilà, merci beaucoup pour ces éclaircissements sur l'actu internationale. Une dernière question, est-ce que ce soir, vous allez regarder l'émission, le show télévisé d'Emmanuel Macron sur TF1 ou pas? Mon professionnalisme fait que je vais quand même jeter un œil. Maintenant, j'avais pas, vous savez, quand il y avait McFly et Carlito, déjà, là, je sens l'exercice. Et puis, ces personnalités choisies qui sont apparemment des Robert Ménard et tout, apparemment dans l'opposition, mais en fait très près aussi à chaque fois. Voilà, on est quand même dans le principe du journalisme de cours, quelque part ça me révulse, mais je vais quand même regarder parce que bon, ça fait partie de l'actualité. Voilà. En tout cas, le micro sera ouvert ce soir au Monde Moderne. Si vous souhaitez passer une tête pour rigoler un peu, parce qu'on va essayer de passer ça en dérision, c'est le même lien de connexion que j'ai envoyé tout à l'heure. Ce sera avec plaisir, on commentera ensemble les 2-3 annonces ou pas lors de cette émission. Bonne journée et peut-être à tout à l'heure, Régis. Au revoir. Merci Alexis, à bientôt. Merci.